Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les invités, mes chers compatriotes, il y a une année, du haut de cette tribune, je tirais à votre intention et à celle de l'ensemble de notre population les conclusions de concertation nationale. Depuis lors, des progrès ont été accomplis. Il reste cependant plusieurs défis à relever pour bâtir le Congo de nos rêves. En être conscient est nécessaire pour ne pas, face aux difficultés ou à la lenteur du changement souhaité, succomber à la tentation du découragement, mais aussi pour apprécier les performances plutôt remarquables enregistrées dans plusieurs domaines, sans pour autant verser dans une autosatisfaction plutôt béate, ou occulter les faiblesses et insuffisances qu'il faut corriger pour atteindre l'objectif ultime de nos efforts collectifs, celui d'un destin national maîtrisé et d'un indice de développement humain en constante amélioration. Le premier défi à relever dans cette optique est celui de la consolidation de la paix et de la sécurité chèrement acquise. Penser dans ce domaine que les résultats obtenus sont irréversibles, c'est faire preuve d'une naïveté et d'une cécité également coupable. En effet, ayant constaté que chaque fois qu'il y a accalmie, aussi bref soit-elle, et que les Congolaises et Congolais peuvent totalement dédier leur attention et leurs énergies au développement du pays, ils accomplissent de belles et grandes choses. Les forces obscures de l'intérieur et de l'extérieur guettent la moindre distraction, la moindre inattention de notre part pour allumer le feu. C'est le cas depuis quelques mois dans le secteur de Beni Mbao, au Nord Kivu, où des milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer et où la population subit quotidiennement de violences insupportables du fait de bandes d'anarchistes dépourvues de toute revendication intelligible, moins encore légitime. Aux rebelles étrangers qui sèment la désolation et commettent ces crimes odieux, ainsi qu'à leurs complices, fils et filles égarés de notre pays qui leur apportent aide et soutien. Nous avons le devoir patriotique d'adresser un message non équivoque. Les guerres à répétition retardent l'avancement des espaces où elles sévissent et tirent l'ensemble du pays vers le bas. Rien, mais alors rien ne sera épargné pour y mettre définitivement fin. Et pour en neutraliser les instigateurs, quel que soit leur rang social ou obédience politique. Ordre a donc été donné aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre le travail de restauration de la paix jusqu'à l'éradication de toutes les forces négatives nationales et étrangères. Au vu de leurs brillantes prestations des 18 derniers mois, je ne doute pas que nos vaillants soldats s'acquitteront
de cette mission à notre pleine satisfaction. Au nom de tous nos compatriotes, je tiens à leur rendre hommage pour le lourd tribut que depuis près de 16 ans, ils payent pour la défense de la patrie. Dans la même optique, la réforme du secteur de sécurité va se poursuivre avec un élan renouvelé, de manière à doter notre pays de forces de défense et de sécurité qui soient à même de dissuader toute velléité d'agression extérieure, ouverte ou déguisée, et de neutraliser avec un maximum d'efficience toute menace contre la paix et la stabilité en n'importe quel coin du territoire national, rassurant ainsi par la même occasion les investisseurs qu'une fois encore, j'invite à venir participer à la mise en valeur de nos ressources du sol et du sous-sol. Par ailleurs, pour consolider la paix dans les zones anciennement occupées par la rébellion, l'opération désarmement, démobilisation et réinsertion, composante essentielle du plan global de réforme du secteur de sécurité, a été redynamisée et a permis, en l'espace d'à peine une année, la démobilisation de près de 5000 anciens combattants. Il en est de même de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres, qui a déjà pu récupérer près de 1000 armes individuelles, contribuant ainsi à une réduction substantielle de la violence armée. Mais il faut cependant souligner que la responsabilité de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité n'incombe pas seulement au gouvernement, aux forces armées et à la police. C'est un devoir citoyen qui s'impose à tous, particulièrement en ce moment où notre pays est exposé, comme bien d'autres, à la menace terroriste et où les individus sans foi ni loi, à la solde d'une idéologie prônant la violence aveugle, s'en prennent aux biens et aux personnes innocentes, tel que nous le vivons depuis peu à Béni et dans ses environs. Je salue la mémoire de ceux de nos compatriotes victimes de balles et de machettes de ce terroriste et renouvelle les condoléances les plus attristées de la République à leurs proches. Ces crimes ne resteront pas impunis. En guise d'hommage à ces frères et sœurs de Béni, ainsi qu'à tous les autres compatriotes, civils et militaires, qui nous ont quittés au cours de cette année du fait de l'action des terroristes, de la maladie à virus Ebola ou d'accidents divers, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Mesdames, son auto-évaluation face à l'obligation de contribuer à la préservation de la paix et à prendre en conséquence ses responsabilités en âme et conscience. J'en appelle tout particulièrement à ceux de nos concitoyens, jusque-là réfractaires à l'ordre et à la loi. Je les exhorte
à abandonner la violence sans délai et sans condition et à rejoindre le camp de la paix et du travail en commun. Ils auraient tort de se méprendre à notre détermination. Honorables députés, honorables sénateurs, les concertations nationales organisées il y a un an dans ce même cadre du Palais du Peuple avaient pour but de renforcer la cohésion nationale en vue de faire échec aux forces extérieures envieuses d'une partie de notre territoire national et de nos ressources naturelles. Sans vouloir remettre en cause le principe démocratique, elle cherchait aussi le voies et moyens de fédérer les forces vives de la nation et de mobiliser le plus largement possible autour du programme de reconstruction et de développement du pays par-delà les divergences politiques. Comme l'enseigne notre pays, l'histoire de notre pays, face à tous les défis, s'unir ou périr est la règle du succès. C'est uni que nos leaders de 1960 ont arraché l'indépendance. C'est uni que notre génération gagnera la bataille de l'émergence. Le premier objectif, celui de gagner la guerre, nous imposer dans l'est du pays, a été atteint. Le second, relatif à la mobilisation générale pour la reconstruction et le développement, est en voie de l'être. D'abord, avec l'adoption par consensus de plusieurs recommandations que pour y avoir concouru tous les participants aux concertations ont l'obligation morale de défendre et dont, en tant que garant de la nation, j'ai pris l'engagement de veiller à la mise en œuvre. Ensuite, avec la mise en place, comme promis, d'un gouvernement de cohésion nationale qui réunit la plupart de nos courants politiques et forces sociales, puissant vecteur de cohésion nationale et gage de succès de la lutte contre l'exclusion et la précarité, ainsi que du combat pour notre épanouissement individuel et collectif. Nous nous rapprocherons davantage de cet objectif avec la mise en œuvre de la plupart des résolutions de concertation et du programme du gouvernement de cohésion nationale. Et je tiens à rappeler que les missions principales de ce gouvernement sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix, rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, appliquer les recommandations de concertation nationale, mettre en œuvre le processus de décentralisation, appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales de population et poursuivre la reconstruction du pays. Honorables députés et sénateurs, sur le plan politique, je me réjouis de constater que la culture démocratique s'enracine chaque jour davantage et que la pensée unique a cédé la place au débat. Un débat libre, généralement riche et nourri, souvent intense, voire vif. Et je salue ce développement, preuve incontestable de la vitalité de notre démocratie. Je déplore cependant certains dérapages constatés récemment, notamment le recours à la violence
quel que soit verbal ou physique. Je le déplore tout particulièrement quand cela se produit au sein de nos assemblées parlementaires. Quelle que soit l'importance ou le caractère brûlant des sujets traités, l'hémicycle doit demeurer le temple du dialogue et des échanges, parfois sévères, mais toujours courtois, et non se transformer en arène, lieu de confrontation sans règles ou sans limite. Le représentant du peuple que sont les députés, les sénateurs, se doivent de demeurer à tous égards et à toutes circonstances de modèles vivants de la nouvelle citoyenneté. Quant à la classe politique, majorité et opposition confondues, elle a en tout temps, et quels que soient les enjeux, l'obligation morale de concourir à la consolidation de la cohésion nationale et de s'abstenir de jouer au pyromane, de privilégier l'intérêt général sur les intérêts privés, la patrie sur les partis. Contester à temps et à contre-temps, y compris ce que soi-même on défendait la veille par simple souci de gain politique, entretenir des débats interminables sur des thèmes aux antipodes de préoccupations existentielles de nos populations, travestir sciemment les faits et user systématiquement comme stratégie politique de procès d'intention, des injures publiques ou des atteintes à la dignité de l'adversaire n'honorent pas la politique et la discréditent. J'invite donc chacun de nous à plus de modération, de respect de l'autre, de sérénité et de sens de responsabilité. Honorables députés et sénateurs, confirmant notre attachement à l'état de droit et au respect de la Constitution, le gouvernement a, au cours de 12 derniers mois, poursuivi l'approfondissement de la décentralisation, option irréversible. Pour parfaire le processus, plusieurs lois sont en cours d'examen au niveau du Parlement. Il s'agit entre autres de la loi portant création de la Caisse nationale de péréquation, de la loi sur la fonction publique nationale et provinciale, de la loi portant statut de chef coutumier et de la loi fixant les limites de province. J'invite les honorables députés et sénateurs à accélérer le processus de leur adoption. D'autres défis également importants attendent d'être relevés, notamment la mise en place d'un cadre cohérent, combinant la fiscalité locale, le système de rétrocession et un mécanisme national de péréquation afin d'assurer une répartition équitable des investissements entre les provinces. Condition d'un développement national équilibré et meilleure assurance contre l'action néfaste des forces centrifuges. Dans cette optique, j'en appelle une fois encore à l'élaboration urgente et à la mise en œuvre accélérée par le gouvernement d'une politique de regroupement de villages. Cela est nécessaire pour faciliter la modernisation des milieux ruraux et améliorer
les conditions de vie de nos compatriotes qui y habitent, grâce au développement des infrastructures et à l'installation des équipements requis que l'éparpillement actuel rend impossible. Vu que l'État ne peut pas déployer une unité de police ou de l'armée dans chacun de nos villages, parfois distants l'un de l'autre de plusieurs kilomètres, et dont beaucoup ne comportent que quelques cases. Cela permettrait aussi de mieux assurer la sécurité des dits compatriotes et de leurs biens. La triste expérience des massacres enregistrés ces derniers temps dans le territoire de Beni démontra à suffisance que l'éloignement et la difficulté d'accès sont des critères importants du choix de cibles à frapper par les terroristes. Pour ce qui est de la réforme de la territoriale, et suivant les conclusions de la mission d'évaluation envoyée dans les provinces, le rajeunissement, le recrutement sur concours et la formation des administrateurs de territoire en constituent des axes prioritaires. Ils doivent et vont se poursuivre. Afin de consolider l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et améliorer la gestion publique à la base, les inspecteurs territoriaux récemment nommés doivent rapidement rejoindre leur poste d'affectation. Honorables députés et sénateurs, un autre chantier important au titre de la gouvernance politique est celui des élections. À ce sujet, et sans vouloir empiéter sur les prérogatives de la Commission électorale nationale indépendante, je tiens à souligner les 2 points suivants. D'abord, que les élections sont dans notre pays devenues incontournables pour l'accès aux plus hautes charges de l'État et pratiquement tous les niveaux. Nous ne pouvons donc pas en faire l'économie, quelles que soient nos difficultés. Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Ensuite, qu'il est du devoir de l'Assemblée nationale et du Sénat de doter la CENI de lois dont elle a besoin pour mieux programmer les différentes échéances électorales. J'invite pour sa part le gouvernement à mobiliser et à mettre à la disposition de la CENI les ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Je les exhorte tout autant à appuyer comme il sied l'Office national d'identification de la population, les résultats du travail de ce service public étant nécessaires pour la bonne fin du processus électoral. Cela dit, comment clore ce chapitre sans évoquer l'effervescence qui, depuis un peu plus d'1 an, agite une partie aussi bien de la classe politique congolaise que de la communauté internationale à propos du dit processus électoral. Aux acteurs politiques congolais, de quelque bord qu'ils soient, l'on peut contester le moment choisi ou les arguments développés, mais non leur droit de susciter ou d'entretenir le débat sur les questions d'intérêt national. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat
de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles. Il en va de même de la tendance fort remarquée de certains compatriotes d'en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différends congolais. Comme si, dans ce pays, nous n'avions pas collectivement assez de sagesse et de maturité pour le faire nous-mêmes. Ce comportement des uns et des autres est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Et quand bien même une telle crise surviendrait, nous avons dans ce pays une tradition de dialogue qui en permettrait la gestion. Ma main a toujours été et reste tendue. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu. De Joseph Kasavubu. D'Antoine Gizenga, de Patrice. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Alors nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, conquise de haute lutte et des libertés démocratiques obtenues parfois au prix de sang, qui répète sans cesse que l'immortel seulement de liberté est celui que, de génération en génération, il s'engage à léguer à la postérité. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Honorables députés et sénateurs, du point de vue de la gouvernance économique, la stabilité du cadre macroéconomique est depuis quelques années devenue une marque distinctive de notre économie, que le gouvernement s'est efforcé avec succès de préserver au courant de l'année qui s'achève. Aussi déterminante qu'elle puisse être pour la relance de notre économie, cette stabilité n'est pas à elle seule suffisante et ne devait pas être considérée comme une fin en soi. Nous avons aujourd'hui les assises solides recherchées pendant des années. Le défi et l'urgence du moment consiste dès lors à engager résolument l'État et le secteur privé
dans un programme ambitieux d'investissement productif, créateur de richesses et d'emplois, gage de l'augmentation du revenu par tête d'habitant et de la réduction des inégalités sociales. Nous devons de lors, avec la même discipline et la même rigueur, observer pour atteindre les résultats macroéconomiques actuels, nous appliquer à transformer notre économie en un multiplicateur d'opportunités économiques et sociales pour la majorité de nos populations. C'est tout le sens des efforts incessants consentis pour l'amélioration du climat des affaires. Ces efforts vont se poursuivre et s'accentuer. À cet effet, le cadre permanent de concertation économique est le lieu privilégié d'échange entre pouvoirs publics et secteur privé en vue de cerner ensemble les obstacles sur lesquels notre économie bute, ainsi que les pistes de solutions à même de faciliter la pratique des affaires. Je voudrais à ce sujet saluer l'initiative prise par le gouvernement en collaboration avec le secteur privé dans le secteur du transport fluvial et qui a permis d'éliminer les taxes redondantes et les redevances sans contrepartie aux bases légales. Cet exercice devrait et va être étendu à d'autres secteurs de manière à influer positivement sur le coût des transactions, sur la compétitivité des entreprises et partant sur les prix de biens et de services. Je me réjouis du fait que le programme du Fonds national de microfinance, chargé d'accompagner les micro-entreprises et petits exploitants, est déjà démarré dans certaines régions pilotes et de ce qui va bientôt s'étendre sur l'ensemble du territoire national, couplé à un rôle plus actif du secteur privé et à plus de dynamisme et d'initiative de ses membres. La mise en œuvre de ce programme devrait contribuer à l'inclusion de couches défavorisées dans le cercle vertueux du progrès économique et de l'amélioration progressive de leurs conditions de vie. Honorables députés et sénateurs, moteur traditionnel de croissance dans notre pays, le secteur minier ne cesse de progresser. À titre d'exemple, suite aux efforts engagés, les exportations de cuivre, qui en 2004 se situaient à 7400 tonnes, ont atteint 922 000 tonnes à fin 2013. Sur la même période, seuls de cobalt et d'or ont respectivement passé de 1200 tonnes à 76 000 tonnes et de 12 kg d'or à 6 000 kg. La production minière devrait croître davantage et atteindre à coup sûr de niveaux records au terme de l'année en cours, seul de cuivre étant projeté au-delà du seuil d'1 million de tonnes. Quoique premier pourvoyeur de recettes fiscales, la contribution du secteur minier au trésor public demeure relativement modique. Elle devrait substantiellement augmenter à partir de l'exercice fiscal prochain, étant donné que les entreprises minières qui sont en phase finale
d'amortissement de leurs investissements vont enfin commencer à déclarer les bénéfices qu'elles réalisent, ce qui aura pour effet le paiement de l'impôt sur le bénéfice et celui de dividendes aux associés privés et à l'État actionnaire. Des dividendes qui, elles aussi, généreraient respectivement de recettes fiscales et de recettes exceptionnelles pour le trésor public. Toutes choses restant égales par ailleurs, particulièrement le cours de métaux, la contribution de mines au budget de recettes de l'État pourrait ainsi dépasser les 350 millions de dollars de la première année. La grande hypothèque demeure la question du déficit énergétique, qui devient de plus en plus lancinante. Pour y faire face, le gouvernement a élaboré un programme de construction et de réhabilitation de centrales hydroélectriques afin d'augmenter l'offre d'énergie de manière à répondre de façon soutenue aux besoins de croissance de la production minière. La révision du code minier s'impose aussi comme une urgence, de manière à maximiser les retombées financières et fiscales pour le trésor public, sans pour autant obérer la rentabilité et la compétitivité de l'industrie minière. Un autre objectif majeur de cette révision consiste à fixer un seuil minimal de valorisation locale requis avant toute exportation de produits miniers. Le délai au terme duquel l'exportation de produits bruts devait impérativement cesser et le mécanisme d'intéressement des entreprises à capitaux majoritairement congolais à l'essor du secteur minier par le truchement de la sous-traitance et un projet de loi conséquent sera incessamment soumis à l'examen du Parlement. Une attention particulière, mesdames et messieurs, a tout autant été accordée à la certification de nos ressources minières, pétrolières, gazières et forestières. Concernant le secteur pétrolier, jusque-là laissé en jachère, un projet de loi portant régime général des hydrocarbures a déjà été transmis au Parlement. Son adoption donnerait au gouvernement les moyens de sa politique en la matière. Parallèlement, les études ont été initiées pour permettre une meilleure évaluation de nos bassins sédimentaires, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu et le renforcement de la capacité de nos infrastructures de transport et de stockage de produits pétroliers. Honorables députés, honorables sénateurs, convaincus que son développement peut être le catalyseur d'une transformation sans précédent des milieux ruraux et un accélérateur puissant de la réduction de la pauvreté dans le pays, le secteur agricole est aussi au cœur de nos préoccupations. Alors que notre pays dispose de vastes étendues de terres arables, à même de nous assurer la sécurité alimentaire, notre production agricole est insignifiante et l'agriculteur, jusque-là condamné à l'indigence et à la précarité. Voilà pourquoi nous avons lancé un vaste programme de mécanisation et d'industrialisation de notre agriculture. Dans cette optique, nous avons lancé les travaux de construction d'une première usine d'engrais à Boma qui devrait devenir opérationnelle
au courant de l'année 2015. Nous avons aussi, comme vous le savez, inauguré un parc agro-industriel pilote à Bukangalonzo dans la province du Bandundu, expérience qui va être reproduite dans d'autres provinces à partir de l'année prochaine. Parallèlement à la mise en œuvre de ce grand projet, le gouvernement continuera à soutenir et à assister les paysans et les petits producteurs agricoles. Et toujours dans le souci d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur du pays, des programmes visant l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, la réhabilitation et l'entretien de routes de desserte agricole, l'électrification des zones rurales et l'amélioration de l'habitat rural en bénéficient de crédits conséquents. Il va en être ainsi au cours des années à venir. Et s'agissant de la desserte en eau et en électricité, de manière globale, elle demeure encore largement en deçà de normes requises. Elle fait donc l'objet de nos préoccupations quotidiennes. La promulgation de la loi sur l'électricité qui libéralise le secteur et sécurise les investissements privés avec comme point de mire la création de l'autorité de régulation ainsi que de l'agence de l'électrification rurale se veut un début de réponse structurelle aux besoins de développement de ce secteur sensible. Notre ambition est de transformer avec la participation des investisseurs et opérateurs privés les énormes potentialités dont regorge notre pays en énergie fiable, propre, non polluante et accessible à la majorité de Congolais, indépendamment de leur niveau de revenus. Dans cette optique, un atlas d'énergie renouvelable qui inventorie environ 780 sites hydroélectriques et d'autres sources énergétiques a été confectionné pour servir d'outil de promotion des opportunités d'affaires auprès des investisseurs potentiels nationaux et étrangers. C'est aussi par souci d'apporter des solutions pérennes aux problèmes de déficit énergétique que j'accorde une attention particulière non seulement à la conception et à la préparation du projet Grand Inga, mais aussi à la construction de la centrale de Zongo 2 dans le Bas-Congo, ainsi que la réhabilitation de machines des centrales d'Inga 1, Inga 2, des centrales d'Nseke, d'Nzilo, de Ruzizi et Chopo, et bientôt celles de Kianamwanga, Force Bendera et bien d'autres. Selon les prévisions fiables, la construction de la deuxième ligne de transport Inga-Kinshasa s'achèvera en juin 2015. Le barrage de Kakobola, actuellement en construction dans le Bandundu, deviendra opérationnel au courant de l'année prochaine, et celui de Katende au Kasaï occidental fournira ce premier kilowatt en 2016. La face du Congo et les perspectives de son développement s'en trouveront donc fondamentalement changées. Honorables députés, honorables sénateurs, notre pays ne peut émerger en se dispensant des efforts sur le plan des infrastructures. Depuis une dizaine d'années, nous affectons une part importante
de nos ressources aux études, à la construction et à la rénovation de routes, de chemins de fer, de ponts, des aéroports, de bacs et d'autres infrastructures et équipements de transport. Le projet de réunification de provinces et l'unification de la nation par la voie routière et un réseau de transport multimodal avance conformément aux prévisions. À ce jour, 72 villes et chefs-lieux de territoire sur 159 ont été désenclavés. Les aéroports de Ndjili à Kinshasa, de Luano à Lubumbashi, de Bangoka à Kisangani, ainsi que celui de Goma, sont en pleine modernisation. Des travaux importants de réhabilitation et d'amélioration de la voirie urbaine sont en cours, notamment dans la ville-province de Kinshasa, à Matadi, Bukavu et Kindu. Ceux qui ont dû être suspendus vont être certainement relancés de l'année 2015. Bien plus, plusieurs routes d'importance vitale pour nos populations et l'économie nationale ont été réhabilitées. Le résultat en est que si, en 2006, 6200 km de routes seulement étaient plus ou moins praticables sur les 58 000 km du réseau d'intérêt national, aujourd'hui ce sont plus ou moins 20 000 km qui sont effectivement praticables. Et l'effort ne s'arrêtera que quand nous aurons atteint un seuil de réalisation garantissant la fluidité totale du réseau. Honorables députés et sénateurs, dans un pays aux dimensions continentales comme le nôtre, le déplacement de personnes et de biens constitue un véritable défi qui ne peut se résoudre que par une politique de transport multimodal. En matière de chemin de fer, 38 locomotives ont été commandées, dont 20 sur fonds propres de la République. 21 de ces locomotives seront livrées en avril 2015. Cela est d'autant plus significatif, j'aimerais bien souligner, que les derniers efforts d'équipement sérieux dans ce domaine a été consenti il y a 40 ans. Côté transport aérien, dès le premier trimestre de l'année prochaine et après des années d'absence dans les cieux, le drapeau congolais flottera de nouveau sur les ailes d'une compagnie nationale d'aviation, Congo Airways. Quant au transport urbain, dont les difficultés affectent particulièrement la qualité de vie de nos compatriotes habitant dans les grandes villes, j'exhorte les nouvelles sociétés de transport actives depuis peu, notamment à Kinshasa, à gérer en responsable le bien commun qui leur sont confiés. Je pense notamment aux bénéficiaires de l'opération particulièrement chargée de symboles et de valeurs pédagogiques d'introduction sur le marché de bus Esprit de Vie. Belle illustration parmi tant d'autres de la vision de la révolution de la modernité. Il va de soi que toutes les initiatives prises dans ce domaine
vont être poursuivies et qu'elles vont en plus être étendues sur l'ensemble du territoire national. Une opération similaire de modernisation va être entreprise dans le secteur du transport fluvial et lacustre, la vétusté des embarcations étant la cause de multiples naufrages, dont le dernier en date sur le lac Tanganyika. Honorables députés, honorables sénateurs, autant que les autres gouvernements dans le monde, nous sommes préoccupés par le réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques. De par sa flore riche et foisonnante et ses immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo ne saurait rester indifférente au plaidoyer fort mené pour la sauvegarde de l'humanité. De manière à améliorer sa gestion forestière, le gouvernement a assaini le secteur en renforçant les procédures à l'exportation de grumes et des instructions précises ont été données aux exploitants en ce qui concerne l'obligation de reboisement, la lutte contre l'exploitation illégale de ressources forestières et l'optimisation de la valeur ajoutée locale. Une autre préoccupation majeure pour nous, au regard des particularités de notre pays et des exigences d'une bonne gouvernance politique, économique et sociale, relève du foncier. Une bonne gestion foncière est non seulement facteur de paix, mais aussi un moyen efficace pour rassurer les investisseurs, accroître la production nationale et faciliter l'insertion sociale. Chez nous, cependant, ce secteur constitue aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de conflits et de procédures judiciaires. Il est important et urgent de faciliter l'accès du plus grand nombre à la propriété foncière. Une législation appropriée mérite d'être initiée à cet effet. Il est tout aussi important et urgent d'améliorer le travail de protection et de sécurisation de droits et de titres de propriété foncière et immobilière de l'État et de privé. Des contacts ont été pris avec des entreprises spécialisées capables de contribuer à cette amélioration grâce aux nouvelles technologies des informations et de la communication. La terre doit être pour nous un facteur d'unité et non de division, d'enrichissement et non d'approvisionnement, d'épanouissement de la vie et non de mort. Bien souvent, les désordres constatés dans ce domaine sont dus à la méconnaissance et ou non-respect de la législation foncière. Les campagnes de vulgarisation de cette dernière ainsi que la sensibilisation de la population à son respect ont été lancées et vont se poursuivre. Ma préoccupation concerne également les constructions anarchiques qui ne cessent de s'ériger ici et là dans nos villes. J'instruis l'ensemble des autorités responsables à agir avec la plus grande sévérité pour y mettre fin. Mais je demande aussi à la justice de se montrer intraitable pour sanctionner les spoliateurs, empiètements et autres morcellement illicites. À cet effet, je demande aussi aux juges et auxiliaires de justice de s'élever au niveau des attentes
jusque-là insatisfaite de la population. Et d'avoir un comportement conforme à leur déontologie. Cela vaut autant pour le contentieux foncier que pour tous les autres contentieux. Honorables députés, honorables sénateurs, sur le plan de la santé publique, des efforts pour améliorer notre système sanitaire demeurent au centre de nos soucis. Le programme de construction, de réhabilitation et d'équipement de structures sanitaires sur ressources propres de l'État poursuit son cours. Dans la foulée de la mise en service de l'hôpital cinquantenaire et de l'inauguration à Kinshasa de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé, nous avons lancé ou achevé des travaux de réhabilitation ou de construction de plusieurs infrastructures hospitalières, cas de la clinique universitaire de Kisangani et 34 centres de santé. Au cours de cette année 2014, comme vous le savez, notre pays a fait face à la terrible épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette maladie a entraîné le décès de 49 personnes, sans compter les pertes matérielles et financières dues à la baisse des activités économiques dans les zones infectées. Grâce à l'expertise de nos médecins et à l'encadrement efficace dont ils ont bénéficié, la République a su limiter les dégâts. En même temps que je pense à ceux qui ont perdu la vie durant cette épreuve et que je présente nos condoléances à leurs familles, je rends hommage à tous ceux qui ont participé avec abnégation pour combattre cette épidémie et y mettre fin. Que tous les professionnels de santé qui au quotidien donnent le meilleur d'eux-mêmes dans la lutte contre les pandémies, épidémies et autres maladies récurrentes dans notre pays, souvent dans des conditions difficiles, trouvent ici l'expression de la reconnaissance de la République. Il sied de signaler que le Centre régional de formation et de renforcement des capacités du corps médical, commis à la prévention et à la lutte contre Ebola, annoncé par ma voix du haut de la tribune des Nations Unies, a été effectivement créé et est déjà opérationnel. Honorables députés, honorables sénateurs, c'est sur le banc de nos écoles que se construit le Congo de demain. Pour concrétiser cette vision, nous n'avons cessé d'accroître le budget de l'éducation nationale, le faisant passer de moins de 3% du budget national durant les années 1990 à 16% en 2014. Cette progression témoigne de notre volonté de faire ce secteur un vecteur important pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous nous engageons à poursuivre cette tendance car telle est la condition de notre émergence. La mise en œuvre de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire depuis 2010 nous a permis de scolariser plus de 2 millions d'enfants supplémentaires. Cette politique doit et va être poursuivie et étendue sur l'ensemble
du territoire national. Afin de mieux accueillir les enfants à l'école pour un enseignement et un apprentissage de qualité, un vaste programme de réhabilitation et de construction des infrastructures scolaires modernes a été lancé. À ce jour, 500 écoles sur le premier lot projeté de 1000 sont déjà construites et équipées. Le gouvernement est invité à accélérer la mise en œuvre de ce projet. L'assignation que je lui avais fixée étant de 1000 écoles par an. Et en vue de répondre aux impératifs du développement national, un accent accru sera désormais mis sur l'enseignement technique et professionnel. C'est dans cet esprit que s'inscrit la création d'un ministère dédié à cet enseignement spécifique dans le gouvernement actuel. En plus, un programme a été lancé afin de transformer des écoles d'enseignement général et normal en écoles techniques et professionnelles. 5 nouvelles écoles techniques et professionnelles modernes ont ainsi été construites et équipées. Il est prévu d'étendre ce programme sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, mesdames et messieurs, plus de 20 millions de manuels scolaires ont été distribués à travers le pays. Et 2400 nouveaux inspecteurs de l'enseignement sont entrés en fonction. Bien plus, au cours de l'année qui s'achève, plus de 30 000 enseignants supplémentaires ont été mécanisés. Dans l'optique de l'émergence de notre pays, il est aussi plus que temps de repenser notre système d'enseignement universitaire et de nous poser la question du choix entre un enseignement universitaire de masse mais fonctionnel d'une part et d'autre part un enseignement universitaire élitiste et général. C'est un fait indéniable que nos universités sont pleines, mais que nos champs, nos chantiers, nos ateliers et nos usines manquent de plus en plus de bras et de compétences techniques et professionnelles de niveau supérieur à même de porter notre pays vers l'abondance et la prospérité. Nous ne pourrions atteindre nos objectifs de croissance et d'émergence sans des ressources humaines de qualité, diversifiées et formées selon nos besoins. Il importe donc de rééquilibrer et d'adapter les orientations de nos jeunes dans le choix de leur filière de formation. Une réflexion d'ensemble sur le devenir de notre système d'enseignement supérieur et universitaire va donc être menée. Honorables députés, honorables sénateurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui le secteur le plus dynamique de l'économie et de l'industrie mondiale. Dans tous les forums mondiaux, ces techniques et leur développement dominent le débat sur l'avenir. En République démocratique du Congo, le secteur de télécommunications est un des principaux contributeurs au budget de l'État. Peut-être, pour être en phase avec l'évolution de ce secteur, notre pays a été branché à la station d'atterrage de Mwanda, ce qui a permis l'arrivée du haut débit dans notre pays et l'entrée de celui-ci dans l'économie numérique. Aujourd'hui, plus de 5000 kilomètres de fibres ont été déployés à travers le pays.
Cette installation nous permettra d'accroître le taux de pénétration du téléphone pour le faire passer de 30 à 50%. À ce propos, il y a lieu de noter que pour la téléphonie mobile, le nombre des abonnés a connu une progression fulgurante de 14 000 en 2001 à plus ou moins 20 millions aujourd'hui, chiffre des opérateurs faisant foi. À propos de l'avenir, de toutes les nombreuses ressources dont dispose notre pays, la plus précieuse est sa jeunesse, sève vivifiante de la nation. Il importe d'en améliorer l'encadrement. C'est l'essence du programme national de lutte contre la violence en milieu de jeunes et de plusieurs initiatives qui visent la réinsertion sociale de ce dernier, au nombre desquels la formation professionnelle et l'installation de brigades agricoles et d'ateliers d'initiation aux petits métiers. Concernant le chantier important de la parité homme-femme et de la place de celle-ci dans nos institutions, notre performance demeure insatisfaisante. Aucune raison et aucun prétexte ne peut le justifier. La femme congolaise, majoritaire dans notre société, mérite certainement plus et mieux. Victime de l'injustice pendant longtemps, elle a droit à bénéficier de mesures collectives dans cette optique. Le Parlement, honorables députés, honorables sénateurs, le gouvernement et les partis politiques sont invités à prendre, chacun à son niveau, toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous puissions arriver à une représentation plus équitable des femmes. Sur le plan sportif, le programme de construction de stades modernes a déjà commencé, notamment à Matadi, à Mbujimaï et à Kindu. 4 stades municipaux pilotes sont par ailleurs en construction à Kinshasa. Et bientôt, nous organiserons le 4e jeu congolais. Honorables députés, honorables sénateurs, le monde est un grand archipel où le partenariat et les échanges entre les nations tiennent lieu de bras de mer, permettant aux îlots de constituer un ensemble. Dans ce contexte, tout repli sur soi est suicidaire. Au cours de 12 derniers mois, notre pays a donc continué à déployer une diplomatie agissante afin d'assurer la promotion et la défense de ses intérêts. Des résultats remarquables ont été enregistrés. La République occupe à nouveau une place digne de son rang dans le monde. Fortement sollicitée, sa présence est tout autant remarquée dans les rencontres internationales, tandis que Kinshasa s'impose de plus en plus comme lieu privilégié pour l'organisation de conférences et congrès sur le thème d'intérêt majeur pour notre pays,
pour l'Afrique et pour le monde. Parmi les événements de ce genre auxquels nous avons participé ou que nous avons accueillis, il y a lieu de mentionner plusieurs sommets de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où j'ai réaffirmé notre volonté de poursuivre la consolidation de la paix conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, exigeant en retour qu'obligation soit faite aux autres signataires de cet accord de tenir de même leurs engagements. Cerise sur le gâteau, notre pays vient tour à tour d'être honoré par l'élection de l'une de ses filles à la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse et de l'un de ses éminents juristes à un poste de juge à la Cour pénale internationale. S'agissant de la coopération avec les Nations unies en matière de maintien de la paix, le gouvernement a récemment procédé avec les Nations unies à une revue stratégique de la présence de forces de la MONUSCO sur le sol congolais, prenant pour cela en compte l'évolution de la situation sur le terrain et la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Par-delà les modalités pratiques qui restent à préciser, cette revue a conforté la position du gouvernement de la République, à savoir 1. Que la situation sécuritaire qui, à l'époque, avait justifié le déploiement d'un si grand contingent de forces internationales dans notre pays a depuis lors fondamentalement changé pour le mieux. 2. Que les risques de sécurité qui exigent aujourd'hui une attention prioritaire sont ceux liés à la présence de ce qui reste de groupes armés étrangers, singulièrement ADF et FDLR. Que la gestion de ce risque exige certes une expertise et un équipement spécialisé pour lesquels le concours des Nations Unies demeure le bienvenu, mais qu'elle ne justifie cependant pas le maintien sur notre sol d'un contingent de 20 000 hommes. Et que 4, l'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre de casques bleus sur notre territoire. Honorables députés, honorables sénateurs, le contraire ne s'expliquerait pas pour un pays où il n'y a plus de guerre classique, où la protection des civils relève désormais plus des opérations de police et des opérations militaires, et dont la situation sécuritaire générale s'est améliorée au point de lui permettre de se porter au secours d'autres frères et sœurs en détresse, comme il le fait si bien en République centrafricaine, où le contingent de forces armées et de la police nationale congolaise sont déployés sous la bannière des Nations Unies à la satisfaction de tous. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les invités et mes chers compatriotes, fort du tour d'horizon auquel je viens de procéder, je peux affirmer devant vous ce jour qu'hier, au bas de tout le tableau de comparaison internationale,
la République démocratique du Congo a quitté la zone du désespoir, qu'elle a su préserver son unité et réaffirmer sa souveraineté en dépit de multiples tentatives de déstabilisation, conçues et entretenues de l'extérieur comme de l'intérieur. Que la paix et la sécurité, sans lesquelles aucun pays au monde ne saurait se construire, a été restaurée sur la quasi-totalité du territoire national, grâce à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, qui, portés par un peuple soudé comme un seul homme, ont vaincu les forces du mal et leurs commanditaires, et que les fondamentaux pour une croissance économique forte et durable sont en place. Bref, que l'état de la nation congolaise est globalement bon. Et que si nous cultivons l'unité et la cohésion nationale, si nous nous mobilisons tous par-delà les chapelles ethniques et politiques, et si en dépit des turbulences du parcours, nous tenons résolument le cap des réformes ambitieuses qu'impose la modernisation de notre pays dans tous les domaines, l'avenir de nos enfants et petits-enfants ne pourra qu'être radieux. Mon souhait a toujours été et il demeure que les conditions de vie de nos populations, et particulièrement celles des plus démunies d'entre nous, s'améliorent le plus et le plus vite. Y arriver en tirant profit de la solidité actuelle des équilibres macroéconomiques est donc l'objectif prioritaire que j'assigne au gouvernement. C'est une tâche d'autant plus ardue que la conjoncture économique mondiale est délétère. Mais puisque réussir ce pari est une condition pour la paix durable, la stabilité et la cohésion dans notre pays, mobilisons-nous, soutenons le gouvernement, aidons-le à mettre en œuvre les réformes économiques et sociales projetées, et soyons chacun un agent de développement pour notre pays. Par le travail, grâce au travail, unis et constants dans la lutte contre les antivaleurs et les facteurs de division, nous vaincrons toutes les vicissitudes et transformerons graduellement, mais sûrement, la situation de chacune et de chacun des Congolais. Une fois de plus, je lance un appel pressant et solennel à l'unité et à la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.